Les sœurs jumelles, esclaves, qui empoisonnèrent la scène de Nôle du colonel Martinique, 1868. L'île respirait la contradiction morale. Officiellement libre depuis 30 ans, pratiquement enchaînée par un système de servitude que la loi n'avait pas réussi à détruire. Les esclaves légaux avaient disparu, les serviteurs libres les avaient remplacés, et peu de gens voyaient la différence. La demeure du colonel Laurent Beaumont dominait la ville de Saint-Pierre. C'était une structure massive de pierres blanches et de colonnes, construite pendant l'âge d'or du commerce négrière, financée par les profits du trafic humain. À l'intérieur de cette maison, tout était luxe, cristal français, meubles importés d'Europe, tableaux de maîtres peintres. À l'extérieur, le monde s'arrêtait à la grille de fer forgé. Et derrière la maison, dans les quartiers des domestiques, vivaient 2 femmes dont l'existence était littéralement invisible à la société qui les servait. Amélie et Isabelle avaient 28 ans et étaient identiques, pas simplement physiquement. Elles partageaient le même visage, le même corps, la même silhouette, mais aussi émotionnellement. Elles étaient comme 2 moitiés d'une même âme, distribuées dans 2 corps. Quand l'une parlait, l'autre savait ce qu'elle allait dire. Quand l'une souffrait, l'autre le ressentait au même endroit. Elles étaient nées le même jour, 15 mars 1850, dans le chaos qui suivait l'abolition officielle de l'esclavage en France. Théoriquement, elles auraient dû être nées libres. Pratiquement, elles étaient nées dans les chaînes invisibles de la servitude post-abolition. Leur mère s'appelait Céleste. Elle était une femme africaine qui avait été apportée à la Martinique en tant qu'enfant, achetée par le colonel Beaumont quand elle avait 10 ans. Elle avait grandi dans sa maison et à 16 ans, elle avait été violée par le colonel. Ce viol avait produit 2 enfants, Amélie et Isabelle, qui étaient techniquement les demi-sœurs du fils du colonel, mais qui étaient traitées comme des domestiques. Céleste était morte quand les jumelles avaient 4 ans. Elle n'avait que 20 ans. Aucune cause officielle de mort n'avait jamais été enregistrée. Les gens soupçonnaient simplement que son corps avait cédé à la combinaison de malnutrition, de travail forcé et de désespoir psychologique. Les jumelles n'avaient aucun souvenir d'elle. Depuis ce moment, elles vivaient ensemble à la demeure Beaumont, pas vraiment esclaves selon la loi, mais pas vraiment libres non plus. Le colonel les entretenait sous prétexte de contrat de domesticité. En pratique, elles étaient simplement exploitées. Elles travaillaient 15, 16, 17 heures par jour. Amélie était responsable de la cuisine. Elle préparait chaque repas pour la famille Beaumont et ses invités. Isabelle était responsable du nettoyage et de l'entretien de la maison. Elle ne recevait presque pas d'argent, juste assez pour survivre, jamais assez pour partir. Et il y avait plus sombre, les abus sexuels. Le colonel, maintenant âgé de 62 ans, avait commencé à violer les sœurs quand elles avaient 14 ans. Son fils, maintenant âgé de 28 ans, faisait de même. Et personne ne faisait rien, parce qu'il n'y avait personne à qui se plaindre. La loi protégeait les maîtres, pas les servantes. Amélie et Isabelle avaient développé une sorte de langage silencieux avec laquelle communiquer l'une avec l'autre. Des regards, des gestes, des silences significatifs. Elle savait toujours ce que l'autre pensait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait. Et à un certain moment, au cours de l'année 1878, sans jamais en parler formellement, elles avaient décidé ensemble. Cette année serait différente. Le colonel organisait chaque année un grand dîner de Noël. C'était une tradition. Le 25 décembre, il invitait l'élite de la Martinique pour célébrer avec de la nourriture, du vin et de la démonstration de sa richesse incontestable. Ces dîners étaient réputés être les plus splendides de l'île. Ils coûtaient une fortune. Et ils étaient entièrement préparés par Amélie. L'année 1878 serait l'occasion parfaite. Pendant tout l'automne 1878, les sœurs avaient observé, écouté, appris. Elles avaient parlé avec d'autres domestiques sur l'île. Elles avaient entendu des histoires de plantes qui pouvaient tuer, des histoires chuchotées dans les cuisines des autres grandes maisons, des histoires passées de génération en génération de servants qui rêvaient secrètement de rébellion. Il y avait une plante. Elle ne savait pas son nom scientifique, mais elle savait où la trouver. Elle poussait dans les jardins oubliés de l'île.
Elle produisait des fruits qui ressemblaient à de petites pommes rouges. Et si on les préparait correctement, elle créait un extrait qui était inodore, incolore et absolument mortel. Amélie, qui avait accès à la cuisine de la maison et à tous les ingrédients, savait comment le utiliser. Elle savait comment le mélanger avec la nourriture de façon qu'il soit complètement indétectable. Elle savait que le riz était le vecteur parfait. La texture du riz masquerait toute particule étrangère. Et elle savait que si elle l'ajoutait à certains services seulement, pas à tous, elle pouvait créer le chaos, tout en permettant à certains de survivre pour témoigner. Isabelle, de son côté, avait identifié les cibles. Le colonel, bien sûr, mais aussi ses deux invités d'honneur prévus pour ce dîner, le gouverneur de la Martinique et un général français envoyé de Paris. 3 morts. 3 hommes de pouvoir, 3 symboles du système qui opprimaient les femmes comme elles. À aucun moment les sœurs n'hésitaient, à aucun moment elles ne se demandaient si c'était moralement justifiable. Elles savaient simplement, avec une clarté absolue, qu'il fallait le faire. Le 25 décembre 1878 approchait. La préparation avait commencé en septembre 1878. D'abord, il y avait la question du poison lui-même. Les sœurs ne pouvaient pas simplement en parler à haute voix. À qui pourraient-elles en parler? Il fallait que ce soit complètement clandestin, complètement invisible. Amélie avait contacté discrètement une femme plus âgée, nommée Margot, qui vivait dans les quartiers des serviteurs et qui était réputée connaître les plantes, toutes les plantes, y compris les dangereuses. Margot était une sorte de gardienne de la sagesse traditionnelle africaine, quelqu'un qui se souvenait des connaissances que ses ancêtres avaient transmises à travers les générations. Amélie n'avait pas dit directement pourquoi elle avait besoin de cette connaissance. Elle avait simplement demandé, lors d'une conversation apparemment banale, comment on préparait l'extrait de fruits rouges qu'on pouvait nettoyer la maison des parasites. Margot avait compris sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Elle avait vu la lumière dans les yeux d'Amélie, cette lumière que les oppresseurs voyaient toujours chez ceux qui avaient finalement décidé de résister. « Je ne vais pas te dire comment le faire », avait dit Margot calmement. « Mais je vais te montrer où il pousse, et tu comprendras ce qu'il faut faire ensuite. » À la fin de septembre, Margot avait conduit Amélie et Isabelle à une partie isolée de l'île, où les plantes poussaient sauvages. Elle leur avait montré exactement quel arbre, quel fruit. Elle leur avait montré comment cueillir sans se blesser. Le poison était toxique, même par contact avec la peau, si on ne faisait pas attention. 15 fruits, avait dit Margot, pas plus. Cela suffirait pour une armée. Vous n'en avez besoin que de 3 ou 4 au maximum. Amélie avait cueilli exactement 15 fruits. Elle les avait cachés dans un pot en terre dans le jardin de la demeure Beaumont, cachés derrière les fleurs, où personne ne le chercherait jamais. Ensuite, venait la question de la préparation. Amélie savait que ces fruits devaient être séchés, puis broyés, puis mélangés avec un véhicule. Un liquide qui les rendrait faciles à mélanger à la nourriture sans être détectés. Pendant 3 mois, de septembre à novembre, elle avait lentement, patiemment préparé l'extrait. Elle le faisait tard le soir, après avoir finalisé ses travaux de cuisine dans un endroit secret près du puits où personne ne la voyait jamais. Elle trouvait aussi des prétextes pour utiliser les ingrédients. Un peu d'huile ici, un peu d'alcool là. Rien n'était jamais remarqué parce que tout cela était stocké dans la cuisine. Et Amélie était responsable de cette cuisine. Isabelle, pendant ce temps, observait les habitudes du colonel. Elle notait mentalement les jours où il recevait des invités, les horaires des repas, les routines. Elle apprenait tout ce qui était possible de savoir sur la structure du ménage. Qui aurait accès au dîner, qui ne l'aurait pas, comment les choses circulaient. En novembre, une semaine avant la date programmée du dîner de Noël, une lettre était arrivée du gouverneur de la Martinique. Il confirmait sa présence. Une autre lettre était arrivée de Paris. Le général français confirmait également. Les sœurs avaient regardé ces lettres avec une certitude tranquille. Le 25 décembre, 3 hommes de pouvoir mangeraient de la nourriture préparée par une femme esclave que personne ne voyait jamais vraiment. Et 3 hommes de pouvoir mourraient. C'était aussi simple que cela. C'était aussi horrible que cela.
Le 24 décembre, à veille du dîner, Amélie avait finalisé le poison. Il était stocké dans une petite fiole en verre, caché dans un endroit que seule elle connaissait, dans une fente derrière les briques du mur de la cuisine. Elle avait montré la fiole à Isabelle, juste pour confirmer qu'elle était vraiment là, qu'elle ne rêvait pas. « C'est fait ?» avait dit Amélie calmement. « C'est fait ?» avait confirmé Isabelle. Elle n'avait pas besoin de dire plus. Elle savait exactement ce qui allait se passer le lendemain. Le 25 décembre 1878, aube. Amélie s'était levée avant l'aube, comme toujours, pour commencer sa journée de travail. Elle avait allumé les feux de cuisine. Elle avait sorti les ingrédients pour le dîner de ce soir. Ce dîner serait spectaculaire. Le colonel avait insisté sur le fait qu'il serait le plus grand dîner de Noël jamais organisé à la Martinique. Il y aurait 10 services, un festin élaboré qui démontrerait sa richesse incontestable. Le premier service était une soupe à base de bouillon riche. Le deuxième était un poisson vapeur. Le troisième était des légumes rôtis. Le quatrième était du riz avec une sauce complexe. Le cinquième était du porc rôti, la pièce de résistance. Le sixième était plus de légumes. Le septième était des fruits frais. Le huitième était du fromage. Le neuvième était un dessert élaboré. Et le 10e était du café et des liqueurs. Amélie avait décidé que le poison irait dans le 4e service, le riz avec la sauce. C'était le service parfait. Le riz masquerait complètement n'importe quelle particule étrangère, et il serait servi dans des assiettes individuelles, ce qui signifiait qu'elle pouvait contrôler exactement qui le recevait. Elle avait décidé que seules 3 assiettes sur 50 recevraient le riz empoisonné, une pour le colonel, une pour le gouverneur et une pour le général. Toute la journée, Amélie avait travaillé avec une concentration absolue. Chaque plat était préparé avec attention absolue aux détails. La cuisine était un chaos régulé, des feux brûlaient, des liquides bouillaient, des mains se déplaçaient rapidement pour préparer chaque élément. Isabelle avait travaillé à l'étage, préparant les salles, s'assurant que tout était parfait pour le dîner. Elle avait aussi un rôle important à jouer. Elle serait l'une des servantes qui servirait le dîner. Elle serait donc capable d'observer le moment crucial où le poison prendrait effet. À 17 heures, le colonel avait commencé à recevoir ses invités. Ils arrivaient dans des voitures élégantes, les femmes en robes de soirée élaborées, les hommes en costumes formels. Les domestiques, y compris Isabelle, les guidaient vers la salle à manger. À 18h30, tout le monde était assis. Il y avait exactement 50 invités. L'élite de la Martinique. Le colonel et sa femme occupaient les positions d'honneur. Le gouverneur était assis immédiatement à droite du colonel. Le général français était assis immédiatement à sa gauche. À 19h exactement, le premier service commençait. Amélie était dans la cuisine, calmement, méticuleusement, servant chaque plat. Elle voyait Isabelle apparaître entre les services, donnant des ordres aux autres servantes, veillant à ce que tout fonctionne comme prévu. Quand le temps vint pour le 4e service, le riz empoisonné, Amélie prit les 50 assiettes et les remplit de riz avec la sauce. Mais 3 assiettes spécifiques, qui venaient de récipients séparés contenant le poison, étaient destinées au colonel, au gouverneur et au général. Elle avait mémorisé exactement qui était assis où. Elle avait marqué mentalement chaque assiette. Isabelle, coordonnant le service de la salle à manger, s'assurait que chaque servante recevait exactement l'assiette destinée à cette personne. C'était un moment critique. C'était le moment où tout pouvait s'effondrer si quelqu'un faisait une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. À 19h40, le riz empoisonné était servi. Le colonel mangeait avec appétit. Le gouverneur faisait de même. Le général, qui parlait à bonne table, mangeait sans faire attention. Ses yeux étaient sur la femme du gouverneur qui était assez belle. Amélie et Isabelle, attendant depuis la cuisine et les côtés de la salle, observaient. Rien ne se passait initialement. Les hommes continuaient à parler, à rire, à manger. Les autres invités s'engageaient dans une conversation légère. Puis à 19h50, exactement 10 minutes après avoir mangé le riz empoisonné, le colonel posa sa fourchette.
Je ne me sens pas bien, murmura-t-il à sa femme. À peu près au même moment, le gouverneur se leva soudainement, sa main à son ventre. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix contenant de la douleur. Le général était le dernier à montrer des symptômes. À 19h53, il commença à transpirer profusément. Puis le chaos s'ensuivit, lentement au début, puis exponentiellement. Le colonel se levait de sa chaise, s'effondrant presque, du sang commençant à couler de son nez. Le gouverneur courait dehors vers les toilettes, ses sons de souffrance résonnant à travers la maison. Le général commençait à convulser, son corps se tordant de manière inhumaine. Les autres invités se levaient en panique. Les femmes criaient, les hommes tentaient de comprendre ce qui se passait. Les servantes, y compris Isabelle, se précipitaient pour aider, faisant semblant d'être aussi confuses et terrifiées que tout le monde. Amélie, dans la cuisine, avait arrêté de travailler. Elle se tenait immobile, regardant vers la salle à manger à travers la porte ouverte, observant le chaos qu'elle avait créé. Elle se sentait calme, absolument calme. Il n'y avait aucun remords, il n'y avait aucune culpabilité. Il y avait seulement une sorte de paix profonde, la paix de quelqu'un qui avait finalement agi selon ses convictions, peu importe les conséquences. À 20h, 3 hommes avaient cessé de respirer. Le colonel Laurent Beaumont était mort sur le sol de sa salle à manger, l'un des hommes les plus puissants de la Martinique, tué par le poison préparé par une femme esclave qu'il violait régulièrement. Le gouverneur avait perdu conscience en tentant de se rendre aux toilettes. Il était mort 10 minutes plus tard. Le général français avait résisté un peu plus longtemps, son corps était plus jeune, son constitution plus forte. Mais à 20h30, même lui avait cessé de respirer. 3 morts, 3 vies éteintes, 3 symboles du pouvoir qui avaient opprimé les femmes comme Amélie et Isabelle pendant 30 ans. Et l'île de la Martinique aurait des questions à poser. Les autorités arrivèrent le lendemain matin. Il y eut une enquête immédiate. Les autorités testèrent la nourriture qui restait, elles testèrent les boissons, elles testèrent tout ce qui était dans la cuisine, et elles trouvèrent le poison. Non pas directement, il ne restait aucune trace du poison dans la fiole maintenant vide qu'Amélie avait laissée délibérément dans la cuisine. Mais elles trouvèrent les restes de la sauce à riz qui était clairement toxique. Les questions commencèrent immédiatement. Qui avait préparé la nourriture? Amélie. Qui avait accès à la cuisine? Amélie. Qui aurait pu mettre du poison dans la nourriture? Amélie. Les autorités vinrent la chercher. Et au moment où elles l'interrogèrent, Isabelle fit quelque chose de remarquable. Elle se présenta volontairement aux autorités et demanda à être interrogée également. « Je suis complice, dit Isabelle simplement. Ma sœur et moi avons conspiré ensemble. Il n'y avait pas de distinction entre nous. Nous avons fait cela ensemble. » Les enquêteurs étaient choqués. Les complices n'admettaient généralement pas leur culpabilité. Les gens combattaient habituellement les accusations. Mais ici étaient 2 femmes qui admettaient simplement, directement, complètement. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda le magistrat en charge de l'enquête, et c'est là que les sœurs commencèrent à parler. Amélie décrivit les 30 années de servitude. Elle parla de la mort de leur mère. Elle parla des viols systématiques, commençant à l'âge de 14 ans. Elle parla du travail sans fin, de la nourriture insuffisante, de l'absence totale de possibilité d'évasion ou de liberté. Isabelle continua, décrivant en détail les différentes formes d'abus qu'elles avaient subies. Elle décrivit un viol particulièrement brutal quand elles avaient 17 ans, après lequel Amélie avait saigné pendant 1 semaine. Elle décrivit des repas où on leur donnait à peine assez de nourriture pour survivre. « La loi disait que nous étions libres, » dit Amélie calmement. « Mais nous n'étions pas libres. Nous ne l'avons jamais été. Le colonel possédait notre travail, il possédait notre corps, il possédait chaque heure de chaque jour. »« Et vous avez décidé de le tuer pour cette raison ?» demanda le magistrat. « Nous avons décidé que nous préférions tuer que de continuer à vivre, » répondit Isabelle. « Ceci n'était pas une impulsion soudaine, ceci a été une décision délibérée, prise après 30 années de réflexion. Nous savions exactement ce que nous faisions. Et nous l'acceptons.
L'histoire fit sensation. Les journaux de la Martinique commençaient à rapporter l'histoire. 2 femmes noires qui avaient empoisonné l'un des hommes les plus puissants de l'île et qui admettaient simplement, sans remords apparent, ce qu'elles avaient fait. Mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Certaines personnes commencèrent à sympathiser avec les sœurs. Des écrivains, des penseurs, des people ordinaires qui lisaient les comptes rendus d'enquête, ils commençaient à réaliser que le véritable crime n'était pas l'empoisonnement, mais le système qui avait rendu l'empoisonnement semblable un acte de justice. Un article de journal libéral intitulé « Qui vraiment est le criminel ?» argumentait que le colonel Beaumont, en violant ces femmes, en les réduisant en servitude, était aussi un criminel, peut-être un criminel plus grand, et que les sœurs, en refusant de continuer à être victimes, avaient simplement exercé un refus qu'aucune personne humaine ne devrait jamais avoir à exercer. Un autre article argumentait que la mort du gouverneur et du général était simplement une conséquence tragique d'un acte qui, en soi, était justifiable. Le débat public s'enflamma. Des manifestations eurent lieu dans les rues de Saint-Pierre. Certaines demandaient l'exécution des sœurs. D'autres exigeaient que le système de servitude post-abolition soit examiné et réformé. Et au milieu de tout cela, Amélie et Isabelle attendaient dans leur cellule de prison. 2 femmes dont l'acte avait déclenché une crise morale et politique qui ébranlerait la Martinique jusqu'à ses fondations. Le procès des sœurs Amélie et Isabelle commença en février 1879. C'était un événement historique. Rarement une cour française, même dans ses colonies, entendait une affaire aussi chargée de tensions morales et politiques. Les procureurs arguaient que le crime était indéfendable. 3 morts, préméditation, plan délicat. Les sœurs auraient pu fuir, elles auraient pu chercher de l'aide. Au lieu de cela, elles avaient choisi le meurtre. Les avocats des sœurs, qui avaient été fournis par le gouvernement mais qui se trouvaient être un homme sympathique aux réformes du travail, argumentaient que le véritable crime était le système, que le colonel Beaumont, en réduisant en servitude des femmes qui auraient dû être nées libres, en les violant, en les affamant, avait déjà commis un crime pire que n'importe quel empoisonnement. Le meurtre est un acte violent, argumenta l'avocat, mais la servitude est un meurtre lent. Et parfois, une personne confrontée au meurtre lent choisit simplement de se défendre, même si cette défense prend une forme que la loi ne peut pas sanctionner. Le procès dura 3 semaines, puis le jury se retira pour délibérer. Ils revinrent 3 jours plus tard. « Coupables », dirent-ils. Amélie et Isabelle accueillirent le verdict avec un calme absolu. Il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de protestation. Elles avaient simplement hoché la tête, comme si elles avaient attendu ce moment. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit ensuite. Le gouverneur intérimaire de la Martinique, le gouverneur qui avait survécu à l'empoisonnement, avait des enfants et une femme, et n'était pas retourné au travail pour montrer sa soutenance morale, reçut des pétitions de toute l'île. Des milliers de personnes signaient des pétitions demandant la clémence pour les sœurs. En même temps, des rapports commençaient à émerger sur l'ampleur de l'exploitation post-abolition dans toute la Martinique. D'autres femmes noires venant en avant et décrivant la servitude, les viols, l'abus. Ce que les sœurs avaient enduré n'était pas unique, c'était systématique. Et graduellement, une reconnaissance émergea. Que le système entier était moralement pourri, que la loi de 1848 qui avait prétendu abolir l'esclavage n'avait vraiment que créé un nouveau nom pour la même exploitation. En juin 1869, 4 mois après le verdict, le gouverneur commuta les phrases de mort d'Amélie et d'Isabelle en emprisonnement à perpétuité. Ce n'était pas une pardon complet. Les sœurs restaient en prison. Mais c'était une reconnaissance que quelque chose d'extraordinaire avait changé dans la conscience publique. Amélie et Isabelle ont passé les 32 années suivantes en prison, ensemble, toujours. Elles ont reçu une cellule partagée, ce qui était rare. Elles ont travaillé ensemble dans l'atelier de couture de la prison. Elles ont vieilli ensemble, leur relation restant aussi complexe et entrelacée qu'elle l'avait toujours été. En 1881, le gouvernement français adopta une nouvelle loi visant à réguler les contrats de domesticité dans ses colonies.
La loi était imparfaite. Elle ne changeait pas complètement le système, mais elle établissait un minimum de protection légale que les travailleurs domestiques n'avaient pas eu auparavant. L'histoire des sœurs était invoquée chaque fois que cette loi était débattue. En 1888, Amélie tomba malade. Elle souffrait d'une sorte de fièvre persistante. Elle mourut au mois d'août. Isabelle l'a survécu de 3 ans. Elle mourut en 1891, suivant sa sœur dans la mort, avec une absence remarquable de regret. Elle avait passé tant de temps en prison. Qui était-ce, avait-elle dit lors de ses dernières interviews, de ce que c'était autre chose. À leur mort, quelque chose de remarquable s'était produit. Elles étaient devenues des figures légendaires. Des écrivains écrivaient sur elles. Des journalistes racontaient leur histoire à chaque anniversaire de la Seine empoisonnée, et peu à peu, elles commencèrent à être vues non pas simplement comme des meurtriers, mais comme des héroïnes, non des héroïnes parfaites, mais des femmes qui avaient refusé d'accepter l'inacceptable. En 1898, 20 ans après leur mort, une plaque commémorative fut placée sur l'île de la Martinique. Elle disait simplement « À Amélie et Isabelle ». 1850, 1888 et 1850, 1891. Elles ont refusé. C'était tout. Pas d'explication, pas de justification, juste un simple reconnaissement de refus. Et cette plaque devint un lieu de pèlerinage. Des femmes qui avaient enduré l'abus y allaient. Des hommes qui se battaient pour la justice y allaient. Des gens simples qui voulaient honorer le courage viscéral qu'il avait fallu pour dire non y allaient. Et peu à peu, l'histoire des sœurs jumelles devint une sorte de légende. Une légende qui disait que même dans les circonstances les plus oppressives, il était possible de refuser. Que 2 femmes, complètement sans pouvoir apparent, complètement dépourvues de ressources, pouvaient néanmoins changer quelque chose de fondamental dans la conscience morale de leur nation. Elles n'avaient pas apporté la justice parfaite. Elles n'avaient pas libéré toutes les femmes opprimées. Mais elles avaient planté une graine qui disait que la servitude n'était pas naturelle, que l'exploitation n'était pas inévitable, que refuser était possible. Et parfois, une seule graine est suffisante pour changer un monde. Épilogue. La vie des sœurs. Amélie et Isabelle posent une question qui n'a pas de réponse simple. Est-ce que leur acte était justifiable? Elles ont tué 3 hommes, c'est un fait incontestable. 2 de ces hommes, le gouverneur et le général, n'avaient pas personnellement violé ou exploité les sœurs. Eux aussi sont morts, peut-être injustement. Et pourtant, il est difficile de nier que le système qui avait créé les conditions pour ce crime était aussi coupable, peut-être plus coupable, que les sœurs elles-mêmes. Elles avaient l'option de la révolte continue, ou de l'acceptation continue, ou de la mort. Elles avaient choisi une 4e voie, l'action. Et cette action, bien qu'elle ait tué des innocents collatéraux, avait également tué un système. Pas complètement, pas immédiatement. Les systèmes d'oppression sont généralement trop forts pour être tués en un seul coup, mais elle avait sévèrement l'endommagé. Et peut-être que c'est le véritable pouvoir de leur histoire, pas qu'elles aient trouvé une justice parfaite, elles ne l'ont pas, mais qu'elles ont refusé, elles ont dit non. Et ce refus a résonné à travers une nation.